Mismatch, le podcast qui aime croiser les perspectives pour explorer tous les possibles. Pour cette partie 2 de Mismatch consacrée à la santé mentale au travail, j'ai le plaisir de retrouver Pascal Chabot, philosophe, professeur à l'Institut des hautes études des communications sociales, écrivain, auteur de plusieurs essais, dont le dernier s'appelle Un sens à la vie. Et j'ai découvert Pascal Chabot en 2013 à la publication de Global Burnout. Alors c'était un terme qui n'était pas extrêmement... Alors ici, il était dans le vocabulaire, mais on ne savait pas du tout ce que c'était. Et le livre a été absolument éclairant parce qu'il croisait à la fois une réalité qu'on croisait, mais il y amenait des concepts philosophiques, un rapprochement avec la 16 aussi. C'était assez intéressant d'avoir cette bascule-là et de dire finalement, ce n'est pas une question individuelle, c'est une question de civilisation. C'était l'idée, dire qu'il y avait un rapport à notre société, à la civilisation, et puis aussi essayer de comprendre de quoi il s'agissait, parce que je l'ai écrit en 2011, 2012, il est sorti en 2013, et là le terme était, pour moi en tout cas, au début, nouveau. Il était utilisé par certains psychologues, par certains sociologues du travail, mais il n'avait pas eu d'extension sociale. Or, il y avait là quelque chose à penser, à comprendre. Certains disaient, mais pourquoi un anglicisme? D'autres disaient, mais est-ce que les concepts habituels de la psychologie, comme la dépression, ne pourraient pas suffire? Ou alors, pourquoi un terme qui semble accusateur? Mais moi, ce qui me semblait important, c'était d'apporter avec ce terme-là, d'abord, quelque chose comme une sortie de la honte, une sortie du déni. Il y a des personnes qui souffraient profondément au travail et qui n'osaient pas l'exprimer. Le terme a servi à cela au début, à exprimer une sorte d'autodiagnostic qui a été un diagnostic aussi petit à petit plus partagé, où des personnes pouvaient dire j'ai mal au travail, j'ai mal à mon rapport au travail, et j'ai l'impression que ce n'est pas entièrement de ma faute. Et je ne peux pas porter entièrement la culpabilité, et l'approche sur le burn-out, en tout cas que j'ai tenté, est véritablement une approche systémique, en voyant les liens entre l'individu et le collectif de travail. Et tu revenais vraiment à la genèse du concept, celui qui l'a formulé, qui est un médecin, et qui racontait lui-même avoir vécu un burn-out et avoir essayé de définir les symptômes de ce qu'il avait vécu, et on voit que c'est très éloigné de la dépression. C'est très éloigné de la dépression, effectivement. C'est Freudenberger, Herbert Freudenberger, qui est né en Autriche dans les années 20, qui a, dans les années 30, heureusement pour lui, pu fuir l'Europe. Ses parents l'ont mis sur un bateau assez jeune. Il a travaillé aux États-Unis après avoir étudié la médecine, la psychiatrie, et en plus d'une consultation ordinaire à New York dans les années 70, il a ouvert une clinique, une free clinic, une clinique où des bénévoles et lui travaillaient à soulager les toxicomanes d'usage trop intense, de drogue trop dure. C'était un métier d'idéaliste, fondamentalement une activité qui lui prenait toutes ses soirées. On lui disait qu'il devait se calmer, il disait mais non, la souffrance à soulager est telle que je ne dois pas du tout diminuer. On lui disait qu'il était de plus en plus mince. Il disait Frank Sinatra est plus maigre que moi encore, j'ai de la marge, je continue. Et on voit vers où il a été. Il a été vers une sorte de message massif de son corps, parce que parfois le corps en sait beaucoup plus que nos cerveaux qui sont des bons petits soldats du système. Mais là, le corps a dit stop en ne bougeant plus. Et petit à petit, après des semaines et des semaines où il a cherché à recouvrer une lucidité et une sorte de santé d'après la fatigue, il s'est dit que le terme de dépression que sa panoplie de psychiatres comportait n'était pas adéquat, parce qu'il ne sentait pas quelque chose comme une grande tristesse métaphysique. La dépression, c'est le lieu de la tristesse métaphysique. Mais cette tristesse-là, il ne la connaissait pas. Il connaissait quelque chose comme un profond épuisement, un certain cynisme aussi. Et il a été cherché chez les toxicomanes eux-mêmes, qui disaient « je suis cramé », ce terme qui, par la suite, a fait florès. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, il en parle uniquement pour des métiers de l'humain, enseignant. Ouais, du soin, ouais. Ouais, du soin. Et on voit le rapport aussi avec... parce que si c'est une pathologie de civilisation, ce serait une pathologie à l'ère du numérique. Et machinique, le devenir machinique, quoi. C'est un corps qui ne répond plus. Le type reste dans son lit et ne peut plus bouger, ne peut plus faire la moindre action élémentaire, celle qu'on n'interroge jamais. C'est un corps qui ne répond plus,
parce que l'esprit a été trop sollicité. C'est ça qui est intéressant. Le travail a toujours été le lieu de pathologie. Travailler nécessite un certain dépassement, et tout dépassement peut être usant, peut être épuisant. Les pathologies du début du XXe siècle, typiquement, comme quasiment toutes celles qui précèdent, sont fondamentalement des pathologies du corps. On voit dans Charlie Chaplin, l'état moderne, c'est vraiment le corps humain face aux engrenages. C'est une très très belle métaphore. Ici, depuis la seconde modernité, disons, après la Seconde Guerre mondiale, on est dans des métiers qui sont de plus en plus psychiques, de plus en plus mentaux, avec des pathologies donc de moins en moins visibles sur le corps, mais des esprits de plus en plus sollicités. Parfois, on passe une journée entière absolument immobile, aujourd'hui, devant son écran, absolument immobile, et pour un observateur extérieur, il ne se serait quasiment rien passé, sauf quelques mimiques faciales et des mouvements, des doigts sur le clavier, des souris, etc. Mais la masse des informations, des flux entrants et sortants dans le cerveau est énorme, et parfois, à force de dissonance, à force d'incompatibilité, à force de contradiction, à force de frustration, à force de difficultés et de conflits, quelque chose comme une overdose de mal-être peut inonder l'individu qui psychiquement essaye de le gérer jusqu'à ce que physiquement il ne soit plus capable de l'assumer. Oui, c'est exactement comme notre disjoncteur électrique. Quand il y a une surcharge d'énergie dans un appartement, tac, ça se met à l'arrêt pour pas qu'il y ait de feu et d'incendie, quoi. Là, le corps se met à l'arrêt parce qu'il n'arrive plus à gérer. Et c'est ce que tu appelles, en fait, c'est en lien avec ce que tu décris dans ton dernier bouquin sur un sens à la vie, ce que tu appelles non pas les névroses, mais les digitoses. Donc on a le rapport au digital, au numérique, et ce circuit d'informations qui tourne tout le temps et auquel on est connecté. Est-ce que tu peux expliquer ? Oui, volontiers. Je pense que nous sommes de moins en moins connectés à notre inconscient. Je prends un exemple, on prend une bière avec un ami, on discute dans un café, et puis je pars seul de ce café. Si c'était il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, j'aurais marché et j'aurais simplement écouté mes pas, et en écoutant mes pas, j'aurais dialogué avec moi-même. C'est-à-dire entretenu cette bonne vieille conversation que j'ai depuis que je suis né ou depuis que j'ai 5 ans avec moi. Et chacun parle avec son inconscient. C'est ça, finalement, la trame fondamentale de nos vies. C'est vraiment presque la base continue de nos vies. C'est tout ce qu'on se dit à nous-mêmes et tous les signes du corps qu'on écoute. Ça, c'est le lien de la conscience avec l'inconscient qui fait notre vie psychique et sa richesse. Aujourd'hui, sortant du même bar, je pense qu'aussitôt franchi le perron de sortie, j'aurais dégainé mon smartphone et connecté ma conscience, non plus à l'inconscient, mais au surconscient. Au surconscient numérique, fait de flux d'informations, de données, de messages, de plus en plus alimentés par des intelligences artificielles qui cherchent à ce que les informations que j'y trouve soient les plus congruentes à mon besoin, à mon désir, et on est en permanence dans un aller-retour entre notre conscience et ce surconscient numérique. Alors, il ne faut pas faire de mauvais procès, c'est assez génial. C'est assez génial comme extension du champ informationnel, du champ de savoir et de capacité d'être en relation avec des personnes à qui on a envie d'être en relation. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que ce peut être pathogène. Et de la même manière que la psychanalyse a documenté entre le conscient et l'inconscient des névroses et des psychoses, je pense qu'entre conscient et surconscient, on peut parler de digitose. Néologisme pour dire les moments où la conscience est submergée par le surconscient, il y a des overdoses, ou alors il y a des rivalités. Il y a des rivalités, et je pense qu'on va vers toujours davantage de rivalités entre la conscience humaine et le surconscient des intelligences artificielles. Il ne faut pas croire que ce couple conscient-surconscient est simplement un couple harmonieux. C'est un couple qui est profondément déséquilibré à cause de la masse d'informations et du côté qualitatif d'une conscience qui en plus fait le deuil et doit parfois faire le deuil de son inconscient, qui est un deuil impossible évidemment, extrêmement douloureux. Deuil impossible de l'inconscient, c'est marrant parce qu'on a l'impression que du coup l'inconscient c'est comme s'il se déversait dans le surconscient où on est dans un défouloir généralisé avec un régime de pulsion pas très élaboré, donc pas très civilisé, pas très dans la relation à l'autre, dans le soin de l'autre.
le couple conscient-inconscient, pour le dire ainsi, est la résultante et le fruit d'un processus d'hominisation extrêmement long, de dizaines et de dizaines de milliers d'années, avec des productions de normes sociales qui sont internalisées par l'éducation, par la culture, avec un surmoi, avec effectivement des processus de refoulement qui sont des processus qui rendent la sociabilité possible et qui crée quelque chose comme un sens commun. Il est certain que le nouveau régime de branchement du conscient au surconscient est de l'ordre, tu l'as bien dit, du défoulement, du grand défoulement. On le voit par exemple par rapport à la sexualité. Qu'est-ce que le rapport à la sexualité dans le freudisme, avec tout son refoulement très bourgeois et très viennois, et le défoulement de la pornographie sur le surconscient. C'est une requête sur 4, c'est ça, hein, sur le moteur de recherche? C'est bien possible, oui, c'est colossal. C'est vraiment c'est une industrie absolument énorme, mais qui en dit beaucoup sur les désirs et surtout sur les manques de bien des consciences. Bon, ce monde-là du défoulement est un monde qui bypass, qui contourne le domaine du surmoi, qui est un domaine qui est le lieu où s'élabore de la sociabilité, où s'élabore du sens commun. Et c'est un des problèmes majeurs d'aujourd'hui, c'est cette difficulté de partager du sens commun, que ce soit dans la société, que ce soit dans les entreprises, dans les institutions. Oui, on voit bien, c'est une question qu'on a finalement peu abordée dans la première partie sur la santé mentale, où on a peu parlé du rôle des technologies, comment elles viennent s'inviter dans les relations humaines, et y compris au sein de l'entreprise, et comment elles changent notre rapport à l'autre, mais aussi notre rapport au temps, parce qu'il a été question du temps quasiment en conclusion, et dire, voilà, il faut du temps, mais... ce que tu as donné comme exemple, où tu sors du café, c'est le temps vide, le temps vacant, et tout de suite occupé, parce que le surconscient est là, disponible. Le temps, c'est la trame majeure de nos existences. C'est ce qui est l'autre nom de la liberté, finalement. C'est ce qu'on a. On a du temps, mais ce temps qu'on a, c'est de l'être. Il est sans doute la plus belle porte d'entrée dans la philosophie. Se demander qu'est-ce que le temps, c'est véritablement poser la question difficile, puisque le temps, on sait tous ce que c'est, jusqu'à ce qu'on nous demande de l'expliquer. Et alors là, on le sait plus du tout. Saint-Augustin le disait et a raison. Je pense que pour comprendre l'évolution de notre rapport au temps, il faut se dire que l'humanité a toujours vécu dans un temps imposé, un temps comme destin, le temps qui est donné, le temps de la nature, les cycles des jours et des nuits, des saisons, c'est véritablement le destin. La modernité invente le temps comme progrès, le temps dans lequel l'action présente peut avoir des impacts sur demain qui rendront demain différent d'aujourd'hui, et on sort d'une sorte de cyclicité de la nature et du destin pour être vraiment dans une action constructrice. Et aujourd'hui, on est dans des capsules temporelles, je les appelle de l'hypertemps, c'est le temps des écrans. Véritablement, la première chose qu'on voit dès qu'on est face à un écran, c'est l'heure qu'il est, et l'heure à la seconde, l'heure à la minute, pour le dire de façon plus juste. Et ces séquences temporelles sont véritablement les lieux de mesure, par exemple, d'une journée de travail. Il y a tout à fait moyen de récapituler une journée de travail en voyant toutes les minutes auxquelles on a envoyé des mails, par exemple. Et ça fait une trentaine, parfois une cinquantaine de mails en disant... Ben voilà, c'était ça, et puis il y a une petite pause déjeuner, etc. C'était ça ma journée. Dans une force du temps, une grande présence du temps, qui est notre manière de réfléchir. Vous imaginez qu'une boîte mail ne soit plus classée par ordre chronologique. Alors là, c'est le chaos absolument total. C'est parce que le temps, c'est le mode de classement contemporain. Et puis on vit de plus en plus dans un hypertemps où existe le temps à rebours. Ça, j'adore. J'adore cette idée. Je la trouve très parlante sur l'anxiété qu'on ressent. Mais complètement, parce que c'est une nouveauté qui est lointaine de notre manière de vivre existentiellement le temps. Le temps à rebours, c'est le décompte. C'est le décompte de temps, c'est le temps du GPS. Il vous reste 22 minutes pour arriver à destination là. Ce temps-là est un temps machinique. Notre cerveau et notre conscience est incapable de décompter le temps. Pourtant, la machine, qui est incapable de vivre le temps, parce que les machines ne goûtent pas la durée, ne sentent pas la durée, comme Bergson le disait,
Les machines, elles sont capables de décompter pour organiser leur action. Et ce temps-là, le temps à rebours, est en train de coloniser nos consciences et nos manières de vivre. Vous êtes dans une réunion Zoom, par exemple, comme vous travaillez dans l'enseignement et dans la culture, vous avez la version gratuite, et donc c'est 45 minutes. C'est 45 minutes, et de plus en plus, vers la minute 38, 39, on se dit, il vous reste, on va devoir conclure. Et même le cinéma, et même les séries sont colonisées par ce temps à rebours. Vous imaginez ce que Chabrol, par exemple, aurait dit si on lui avait dit que tel de ses grands films allait être visionnable en sachant qu'il ne reste que 5 minutes ou que 13 minutes, ce qui évidemment rend les conjonctures sur l'assassin tout à fait différentes. C'est absolument neuf. Oui, c'est vrai. À quel moment il va y avoir la résolution? Ça y est, le film est terminé, on peut s'arrêter. Mais oui, quand il reste que 3 minutes, on se dit c'est plié. C'est un compte à rebours. On vit dans un compte à rebours perpétuel. Et c'est vrai aussi au niveau de l'histoire globale, puisqu'on vit dans l'idée de l'apocalypse, du minuit qui serait la fin du monde. On vit avec ce compte à rebours sur la tête. C'est au niveau écologique quelque chose comme la conscience d'un délai. C'est absolument nouveau aussi, c'est ce compte à rebours qui n'est plus existentiel, mais qui est planétaire, avec un rapport au futur qui a changé, très très clairement, puisque le futur pour l'humanité a toujours été le lieu de la grande opacité qu'on cherchait à éclairer par certains mythes ou religieusement par le jugement dernier. Et aujourd'hui, on a un rapport au futur qui est documenté technoscientifiquement. C'est un grand apport de la raison et des sciences de pouvoir dire que tel glacier va sans doute connaître telle trajectoire de fonte en 12 ans, en 18 ans, etc. Et donc on connaît beaucoup mieux les configurations de futur, typiquement par rapport à l'écologie, ce qui génère de l'éco-anxiété, qui est une autre digitose pour moi, qui est vraiment une autre digitose, parce que c'est le branchement de la conscience à ce surconscient où existent toutes ces informations sur les devenirs de la planète qui crée quelque chose comme un profond malaise ou une angoisse, plus justement. Ce que vous soulignez, c'est qu'avec le progrès de la connaissance, l'accumulation de connaissances, on vit dans un environnement qui est certes de plus en plus connu, de plus en plus artificiel. On vit dans des villes, on est entouré d'objets techniques qui sont, et ça c'est très intéressant aussi, qui sont normés, qui ont des labels, qui sont contrôlés. Mais ça veut dire que la place de l'humain, dont la qualité serait d'être libre, voit cette liberté complètement contrainte par cet environnement qui vient finalement à coloniser aussi son rapport à son corps, aux autres. Tout est comptabilisé, tout est normé. Et ça, c'est une source de souffrance, non ? C'est une source d'incompréhension. Et cette incompréhension peut générer une souffrance. Le très grand paradoxe de nos sociétés est qu'on y parle en permanence de la nature. Et on parle de la nature avec un grand N, on pourrait mettre un N double majuscule à la nature, c'est presque ce que chacun fait en disant la nature ou la nature me manque, etc. mais il faut être juste, il faut être pragmatique, il faut être observateur. Très souvent, on se retrouve dans des pièces comme celle-ci, comme ce studio, où les seuls éléments naturels sont nos bons vieux corps humains et toutes les bactéries embarquées. Le reste, c'est absolument human-made, c'est l'humain qui a tout fait. Nous vivons au cœur de bulles artificielles qui sont commodes, qui sont protectrices, qui sont des lieux de connexion, qui sont des lieux d'échange, mais où la nature n'existe plus. Dans ces lieux-là, effectivement, tout est contrôlé. On est dans le lieu de la qualité, il y a d'énormes qualités, mais c'est une qualité contrôlée. Et c'est une très bonne chose. Quand on boit de l'eau du robinet, on est heureux que la qualité de cette eau soit contrôlée. De même, quand on prend un ascenseur, un train, un avion, que sais-je, chaque fois il y a le label ISO et des procédures de contrôle qualité sévères, rigoureux, et il faut s'en réjouir. Cependant, ce monde de la qualité contrôlée est un monde qui ne correspond pas à une certaine spontanéité humaine, à un goût pour un je ne sais quoi de constructif, de bizarre, de véritablement créatif, spontané.
Et ce monde de qualité libre est un monde qui, finalement, cherche à s'exprimer. Et dans le monde du travail aussi, parce que la qualité, le contrôle qualité artificielle, il a petit à petit colonisé la médecine, il a petit à petit colonisé le monde du travail en médecine. Parce que la qualité contrôlée et colonisé le monde de la médecine, par exemple des robots qui opèrent, c'est une excellente chose à nouveau. Par contre, le quotidien des médecins, le quotidien des infirmières, des infirmiers, des soignants, tout cela relève aussi d'une spontanéité, d'un goût, d'un je ne sais quoi, de qu'est-ce que la relation juste au patient, comment faire, et puis bon, je suis libre avec le temps aussi, si j'ai envie de prendre plus de temps pour expliquer à ce patient comment se débrouiller avec une maladie difficile. Je suis libre dans ma façon d'élaborer la grille horaire d'une journée. Et pourtant, non, on est tout de même dans un séquençage qui est celui du temps contrôlé et de même des gestes contrôlés. Dans l'enseignement aussi, on voit de plus en plus de référentiels sur qu'est-ce que transmettre très très correctement une matière. En se disant bien aussi, parce que cette façon de décrire toute une série de métiers avec des paramètres de qualité extrêmement précis et extrêmement normés, il ne faut pas être grand clair pour savoir que ce n'est que le prélude à une automatisation de ce travail. Parce qu'un travail qui est entièrement descriptible en termes normés est un travail qui sera automatisé ou qui est automatisable. Or, il y a quelque chose qui vient contrevenir à ce qu'est le sens d'une vie, c'est-à-dire d'aller chercher justement du sens et peut-être aussi chercher des choses qui nous dépassent un peu, donc se projeter vers quelque chose d'un peu plus grand. Si tout est normé, ça disparaît. Si tout est normé, ça disparaît, et si tout est normé, c'est le plaisir qui disparaît, c'est la passion qui disparaît. Quand on parle de du passion-raison. Oui, passion-raison, parce que quand on parle du sens, d'abord il faut dire une chose, quand on parle du sens, il faut savoir que du sens, il y en a partout, il en circule en permanence dans les existences. Le français nous offre que sens, c'est sensation. Ce que je perçois, c'est signification, ce que je comprends, et c'est orientation, ce que je deviens, la direction que mon existence suit. Et quand il y a du sens, c'est qu'il y a entre sensation, signification et circulation, et orientation, pardon, quelque chose comme une circulation intéressante, agréable. Ça passe, je sens, je comprends, je deviens. Bon, tout ça est concordant, et aligné, et consonant. Par contre, dès qu'il y a une sorte de contradiction dans mon existence, il y a l'absurde. Vous me dites, cette porte est noire, je la vois blanche. Entre perception et signification, il y a quelque chose comme une discordance. Et nous sommes des machines à reconstruire du sens. On a profondément besoin de sens, psychiquement, comme physiquement on a besoin d'oxygène. Et on va chaque fois essayer de retrouver des nouvelles justifications pour créer du sens. Mais ce sens qui circule, il est tellement naturel que nous ne le voyons plus, et on va chercher des sources de sens plus profondes dans l'existence, et notamment au travail. Alors il y a une source de sens qui, pour moi, est fondamentale dans l'existence, c'est le lieu où la passion et la raison se nouent, se rencontrent. Faire les choses uniquement passionnément, j'y crois pas trop. Des gens qui disent, moi je ne suis que ma passion. Bon, l'existence est ce qu'elle est, on vit dans des systèmes, c'est complexe, il y a bien des paramètres. Il n'y a pas que la passion. Faire son travail uniquement rationnellement, c'est épuisant. Quelqu'un qui ne suivrait que sa raison pour travailler ne serait pas nourri. Il y a une sécheresse dans la seule raison. Par contre, les lieux où passion et raison résonnent, se nouent, sont des très beaux lieux. Quand je fais mon travail parce qu'il me passionne, et en plus que je sais que rationnellement, il permet de subvenir à mes besoins, il me donne un rôle social, que sais-je, il y a quelque chose là qui est véritablement un lieu de production de sens. Passion et raison, c'est aussi le rapport qu'on a aux gens avec qui on vit, aux gens qu'on aime finalement. On les aime passionnément, mais rationnellement aussi. Et quand cette passion-raison est impossible, il y a véritablement une perte de sens. Et c'est quelque chose qui, existentiellement, dans le burn-out, peut être très douloureux. Je voulais dire par rapport au burn-out et
c'était très proche de ce qu'on a entendu dans le podcast de tout à l'heure sur les pathologies du travail contemporain, que ce mot burn-out est très vaste. Il est peut-être devenu trop vaste. Il y a une quinzaine d'années, il était nécessaire pour dire le problème. Aujourd'hui, c'est comme une très très grande enveloppe où on met des choses très diverses. D'autant que le terme s'est popularisé. Il faut être démocrate par rapport au langage. Chacun peut utiliser les termes qu'il désire, mais chacun introjecte dans ce monde, dans ce mot, des mondes psychiques différents. Alors, il y a pour moi 4 types de burn-out. C'est peut-être plus intéressant de voir les choses comme ça. Il y a un burn-out qui est véritablement un burn-out du trop, du débordement, du dépassement, de l'impossibilité de gérer. On a vu avec les 4 tout à l'heure, c'est ceux qui sont dans le dépassement de soi, qui veulent remplir des injonctions contradictoires. Tout à fait, tout à fait. C'est le burn-out du trop. Il y en a un deuxième qui est le burn-out toxique, le burn-out de la relationnalité toxique, le burn-out lié à des conflits, lié à l'impossibilité de prendre une place correcte dans une équipe, qui est vraiment celui qui va être lié à certains cas de harcèlement. C'est très différent du burn-out du trop. Les deux peuvent bien sûr se cumuler. Il y a un troisième type de burn-out qu'on pourrait appeler le multi-burnout, où il y a un trop dans la sphère professionnelle, mais aussi dans la sphère familiale ou dans la sphère éducative avec de jeunes enfants. Et typiquement, il faut quand même vraiment voir les inégalités de genre par rapport au burn-out entre hommes et femmes. Les chiffres le disent très très bien. Et les mamans qui élèvent de jeunes enfants peuvent très souvent être dans un cas de multi-burnout entre le côté professionnel et le côté familial. Bien sûr, les pères élèvent aussi des jeunes enfants. C'est sur la charge mentale qui est derrière. Mais la charge mentale, elle est différente. Et il y a un quatrième type de burn-out, c'est le burn-out existentiel, où là, la question du sens et la passion-raison, elle se pose. C'est l'individu qui, dans une salle de réunion, se dit « Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais de mon temps? Qu'est-ce que je fais de ma vie à écouter, en fait, ces choses qui ne m'intéressent pas ?» Et là, existentiellement, il y a quelque chose comme une protestation de l'être qui dit « Mais ma vie est unique et le temps de ma vie est unique et je n'ai que ce temps-là et pour le moment, depuis des années, peut-être depuis des dizaines d'années, je le donne à ce qui m'éloigne profondément de ce que j'aime et qui ne me nourrit pas. » Et ça interroge le travail, c'est quelque chose d'existentiel, il faut le prendre au sérieux. Parce que le travail, c'est un échange bizarre entre du temps et de l'argent. On donne son temps contre le salaire qu'on reçoit. Mais temps et argent sont différents, parce que le temps qu'on donne, c'est le temps qu'on est, parce que c'est le temps qu'on a, c'est notre vie. Et le temps que je donne à ceci, on ne le rattrapera pas. Par contre, l'argent qu'on reçoit, c'est une valeur numéraire. Comme on dit, personne ne sera jamais enterré avec son argent. Il y a quelque chose d'externe à l'être dans l'argent. Et donc, quand on donne ce qu'on a de plus précieux, qui est le temps, contre de l'argent, on est dans une sorte de déséquilibre de l'échange. Et on cherche à ce que ce déséquilibre soit rééquilibré. Et il est rééquilibré alors par le sens, il est rééquilibré par la reconnaissance, il est rééquilibré par le sentiment d'avoir donné son temps, mais pour le bien commun, ou pour un idéal, ou pour s'être bien amusé, pour toute une série de raisons qui font que l'existence est précieuse et agréable. Et quand il y a simplement quelque chose comme un échange où règne la seule nécessité, ce n'est pas suffisant. On voit qu'il faut dépasser la question individuelle par la question de la fabrique d'un commun, d'un lieu où on se rencontre, où on échange nos expériences, où les autres voient ce qu'on fait et où on reçoit ce qu'ils ont fait, exactement comme on l'a fait ici. C'est-à-dire que vous avez écouté des intervenants parler dans une première partie, vous avez reçu, vous restituez, on partage et on fabrique quelque chose de commun. Ça circule, effectivement, ça circule, on reformule, et une grande partie de l'existence se passe à reformuler et à intégrer dans nos propres histoires ce que les autres ont déposé en nous, déposé dans nos oreilles, et ça fait du collectif, ça fait du commun. C'est extrêmement important. Et c'est pour ça que le besoin de reconnaissance est si présent dans le monde du travail.
c'est lié au collectif, en fait, la reconnaissance. Parce que quand on veut être reconnu, quand on dit je désire être reconnu, ou plutôt on dit je ne suis pas assez reconnu, parce que la reconnaissance intervient souvent dans une plainte, et cette plainte pour méconnaissance, pour non-reconnaissance, il faut la prendre au sérieux. Elle a une composante narcissique, certes, mais je pense que cette composante narcissique n'est pas dominante. Ce que l'on veut d'abord, c'est être reconnu par l'autre, exister aux yeux de l'autre, et pas n'importe quel autre. Être reconnu par le commerçant du coin, bon, tant mieux, mais on ne fait pas le même métier. Par contre, ce qui est important, c'est être reconnu par la personne avec qui on travaille. Ça va être l'infirmière qui dira à sa collègue infirmière, eh ben, le pansement là, que tu as fait pour le grabataire de la 8... de professionnel à professionnel. De professionnel à professionnel, parce que c'est un jugement qui alors souligne le côté bien joué, le côté bien fait et aussi la beauté du travail. Il y a beaucoup d'esthétique dans le monde du travail. Tu as bien réussi, là, tu as bien posé la question, c'était joli. C'est un terme qu'on n'a pas employé, mais c'est vrai que c'est important. Il y a la beauté, il y a l'esthétique, il y a la réalisation. C'est ça la qualité du travail. Être fier de son travail, c'est quelque chose qui passe par une sensation positive. Ça va être l'électricien qui range parfaitement ses câbles dans une boîte qui peut-être est au fin fond d'une cave et il y a personne qui va voir la cave, la boîte dans la cave. Pourtant, le coffret, là, il est parfaitement rangé, les fils sont parallèles et alignés. Et c'est de cette beauté-là dont il est question. Et le jugement de reconnaissance, ça va être le collègue qui passe en disant eh ben, bien joué, là, c'est picobello, comme ils disent. Mais ce jugement esthétique, en fait, il dit que les collègues partagent le même sens de ce qui est un travail bien fait. Et donc que le collectif existe. Et quand il n'y a pas de reconnaissance, c'est souvent qu'il n'y a plus de collectif. Et quelqu'un qui dit « je me sens pas reconnu », c'est juste quelqu'un qui dit « en fait, je suis seul ». Mais j'espère qu'entre philosophes, on va se dire à la suite de cet entretien qu'on a fait du bon travail sur le sens et sur la reformulation du sens. Pour terminer, je vais vous lire une phrase qui est extraite de votre livre qui nous permettra de mesurer si on a fait du bon boulot. Quand il arrive, grâce à la magie de la conversation, que deux esprits zigzaguent de concert dans un éphémère monde de paroles, alors quelque chose se passe qui ressemble au bonheur suscité par l'existence d'une communauté d'esprits. Merci Pascal. Et merci Olivier. Mille merci. C'était Mismatch, un podcast de l'ESCE, l'École supérieure du commerce extérieur,